Les Français retournent aux urnes dimanche pour le deuxième tour des élections municipales qui auront valeur de test pour la majorité présidentielle. Avant d'en parler avec un invité, revenons tout d'abord sur le premier tour. C'était il y a plus de 3 mois, le 15 mars. La France était alors au tout début de la crise sanitaire. Le confinement avait débuté 2 jours plus tard. Un contexte particulier qui avait dissuadé plus d'un électeur sur 2 d'aller voter. Et des sondages estiment que la participation pourrait être encore inférieure dimanche. Ce premier tour avait été marqué également, rappelons-le, par les mauvais résultats de candidats issus du parti d'Emmanuel Macron dans des villes majeures comme Strasbourg, Lyon ou Bordeaux, où des alliances avec la droite ont été nouées durant l'entre-deux tours. Pour parler des élections municipales en France, nous retrouvons tout de suite le politologue Dominique Régnier, directeur de la Fondation pour l'innovation politique. Bonjour. Bonjour. Alors le parti d'Emmanuel Macron semble en très mauvaise posture avant ce second tour des municipales. Oui, de toute façon, ce sont des élections que La République En Marche ne pouvait guère remporter. Il faut rappeler que les élections municipales sont plutôt des élections de reconduction, dans la mesure où la plupart de nos compatriotes ne souhaitent pas expérimenter pour leur propre ville, le lieu de leur vie, leur petit monde, de manière plutôt familière et affectueuse, hein, bien sûr. On veut préserver son monde, si vous voulez, dans une époque bouleversée. Et donc, si le maire ou la personne en charge, l'homme, la femme de la mairie, fait son job correctement, on ne va pas le changer. Et la question de savoir si c'est un maire de droite ou de gauche, en fait, n'a pas d'importance à l'échelle d'une commune en général. Donc, si vous n'avez pas de maire déjà en place, ce qui était le cas pour La République En Marche, puisqu'en 2014, ça n'existait pas. Si vous n'avez pas de maire déjà en place, vous ne pouvez pas vraiment conquérir de municipalités. Les maires qui vont être élus seront la plupart du temps des maires réélus, reconduits, donc plutôt PS, plutôt LR, avec quelques autres maires sans doute, parce que jamais rien n'est aussi simple, mais la tendance sera la reconduction, et les forces qui veulent rentrer dans le jeu auront du mal, d'autant plus de difficultés, c'est mon dernier argument, mais d'autant plus de difficultés que cette force est au pouvoir. Donc c'est le cas de La République En Marche. Ils sont au pouvoir, ils déçoivent, ils mécontentent, c'est toujours un peu comme ça quand on gouverne, et donc rentrer dans le jeu par les municipales, c'était quasiment une mission impossible. Ça ne se passera donc pas bien pour la République En Marche dimanche prochain. Alors, il y a eu durant l'entre-deux tours des alliances entre des candidats issus du parti d'Emmanuel Macron et la droite qui ont quelque part un peu contribué à brouiller l'image du parti présidentiel et donc celle aussi d'Emmanuel Macron. Oui, et là aussi, c'est un objet passionnant du point de vue de l'observation politique parce que, comme chacun le sait, La République En Marche, c'est un parti qui est né après l'élection du président Emmanuel Macron, hein. Et donc, c'est un parti qui est venu s'immiscer dans un jeu politique, malgré tout, malgré 2017, malgré la défaite au premier tour des grandes formations politiques et de leurs candidats, le système est encore malgré tout très largement sous le contrôle des partis traditionnels classiques. J'ai cité les Républicains, le PS, qui sont les plus importants, mais ce n'est pas les seuls. Et donc, pour La République En Marche, se glisser dans ce jeu, surtout quand on a cette position d'être en même temps un peu à droite, un peu à gauche, qui est la marque de fabrique du macronisme, eh bien ça vous amène à ne pas trouver de place dans un espace déjà très occupé, par la droite ou par la gauche, sauf en passant des alliances avec une fois plutôt la gauche, une fois plutôt la droite. Ce n'est pas en même temps, parce que c'est quand même compliqué ici, il faut choisir ses alliés, mais en étant plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, et avec pas mal d'alliances, en fait, avec la droite modérée, ce qui est conforme à une évolution du macronisme qui est une sorte de droitisation, de recentrage qu'on peut observer depuis quelques mois. Comment ces alliances locales entre La République En Marche et la droite ont-elles été perçues par l'Élysée ? Alors, j'imagine, je ne sais pas bien sûr comment elles ont été véritablement perçues, hein, mais j'imagine que l'effort a été porté sur la construction d'alliances permettant à La République En Marche de prendre position dans l'univers des municipalités, des collectivités territoriales, ici les communes, et donc, faute d'avoir la capacité de le faire de manière autonome, ce qui n'était pas possible, encore une fois, pour les raisons que j'ai indiquées,
essayer de le faire en partie avec des conseillers municipaux qui seront élus ici ou là pour commencer à engager un travail de construction de La République En Marche comme véritable parti politique. Vous savez que ce parti a réussi les élections européennes, après avoir réussi les élections législatives en juin 2017, les européennes en juin 2019. Là, c'est un test compliqué. Ce sont vraiment les scrutins locaux qui supposent de bien connaître les candidats, d'avoir un rapport familier avec eux, souvent un rapport ancien, ce qui gêne là aussi La République En Marche, qui est une fois encore une formation très récente. Et donc j'imagine que pour l'Élysée, c'est poser ici ou là les jalons d'élections futures, peut-être départementales ou régionales, mais c'est quand même des élections qui viennent très très vite. Commencer en tout cas à essayer de bâtir une force politique qui aurait plus de présence dans nos territoires. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une alliance pour la future présidentielle entre La République En Marche et la droite, comme on le voit actuellement localement ? C'est quelque chose qui peut faire sens, et même d'ailleurs on peut imaginer, là on spécule ensemble, hein, mais on peut le faire volontiers, hein. On discute de la vie politique française, on n'a pas de doctrine ou de connaissances particulières là-dessus, mais en fait c'est le rapport de force qui détermine tout cela. Et on ne peut pas exclure dans une situation où aujourd'hui on peut constater un effondrement, pas complet, mais pas loin du Parti socialiste, la droite qui n'arrive pas à se reconstruire. Les LR ne sont pas au plus mal, mais enfin c'est quand même pas terrible. Ils n'ont pas en tout cas la capacité aujourd'hui d'opposer ni un programme ni un nom qui ferait sens pour beaucoup de Français. Et donc, il n'est pas, compte tenu de la menace de Marine Le Pen, il n'est pas exclu qu'on ait une sorte de construction qui pourrait soit amener le macronisme à s'allier avec ce qui reste de la droite de gouvernement pour avancer de façon plus efficace, mais ça suppose un choix, c'est un peu moins le en même temps, soit d'essayer de faire les deux, si vous me permettez, c'est-à-dire d'avoir des éléments qui représentent la droite de gouvernement, modérés, raisonnables, et réformistes, et puis des éléments qui représenteraient la gauche du gouvernement, tout aussi modérée, raisonnable et réformiste. Enfin, c'est un peu ça, hein, la construction du macronisme, et peut-être que ça peut prendre une forme plus avancée et plus officielle dans les mois qui viennent. Alors, c'est une élection très particulière. Il y a eu la crise sanitaire et il s'est passé plus de 3 mois entre les deux tours de ces élections municipales. Il y a eu une très faible participation au premier tour. Est-ce que cette élection municipale n'est pas un peu faussée, finalement ? Si, moi je suis d'accord avec vous. C'est une élection sans précédent, inédite dans l'histoire des élections municipales françaises. C'est un scrutin très ancien, fin du XIXe siècle, il faut le rappeler. C'est un scrutin qui est cher au cœur des Français. Jamais l'élection ne se déroulait dans ces conditions. C'est la faute à personne, hein, c'est un virus, donc on ne va pas chercher des coupables, c'est compliqué. Mais par contre, vous avez raison, la logique de cette élection, c'est que lorsqu'il y a un second tour, ce n'est pas toujours le cas, mais lorsqu'il y a un second tour, il est à distance courte du premier tour, une semaine. Là, nous aurons 3 mois, plus de 3 mois. Ça veut dire que le second tour va nécessairement être la conséquence du premier tour, parce que des listes ont été éliminées, n'ont pas franchi la barre des 10%, ne sont pas au second tour, n'ont parfois même pas franchi la barre des 5%, donc ne peuvent pas fusionner avec d'autres listes. Elles sont éliminées, c'est la conséquence du premier tour du 15 mars, ça se sentira encore le 28 juin, c'est la conséquence, mais ce n'est pas le prolongement. Ce n'est pas le prolongement, ce que ça devrait être, parce que trop de temps a passé, 3 mois et demi quasiment, qu'il y a eu entre ces deux moments cette grande crise sanitaire dont nous sommes à peine sortis, la crise sociale, économique qui est déjà là, donc un changement assez profond de calendrier, peut-être aussi de mentalité, de représentation. Donc le second tour sera une espèce d'élection municipale à un tour bis, si je puis dire, avec des contraintes qui ont été fabriquées au premier tour dans le cadre, vous l'avez rappelé à juste titre, d'une abstention historique pour des élections municipales qui sont quand même un scrutin que les Français apprécient et pour lequel ils se déplacent quand même davantage que ce que nous avons vu. Donc si nous avons dimanche le même niveau d'abstention, eh bien on pourra dire que ces municipales sont une espèce très particulière de consultation qui se seront déroulées pour les municipales dans un contexte sans précédent où les logiques politiques auront finalement joué un rôle très faible.
Le premier tour a été marqué par une poussée des Verts qui pourrait s'emparer dimanche de plusieurs grandes mairies, ce qui marquerait aussi là, un tournant dans la vie politique française. Alors, il faudra voir ça de près. Moi, je suis très prudent sur cette évaluation que j'entends, que je lis souvent, que je peux comprendre, parce qu'il y a eu de bons résultats dans certaines communes au premier tour par les listes écologistes. De manière générale, les écologistes plutôt de gauche. La question est de savoir si, au fond, cette poussée de l'écologisme est une poussée réelle ou apparente. Il faut le regarder en rapportant les résultats à la participation, au nombre de bulletins. Ça, c'est quelque chose qui se verra dans le détail. De toute façon, on n'enlèvera pas, je dirais, de la leçon du premier tour, les bons résultats relatifs des écologistes. Ça reste comme une vérité acquise. Hein. Il faut savoir de quoi c'est fait. Est-ce qu'il y a un mouvement là-dedans? Ou, par exemple, est-ce que c'est le résultat de l'abstention des autres électeurs qui ne sont pas allés voter parce qu'ils avaient peur du Covid-19? C'est en ce sens qu'il faut faire attention aux effets de progression sans dynamique. Et puis le deuxième, qui pourrait être le cas, c'est à vérifier. Et puis le deuxième argument que je voudrais présenter, que l'on voit en Allemagne, en Autriche et dans quelques pays qui nous ressemblent, il n'est pas exclu que le vote vert soit devenu le réceptacle de ce vote socialiste qui ne se trouve plus du côté du Parti socialiste, si vous voulez. Soit un transfert. Ça n'enlèverait rien du tout au bon résultat des Verts. Ça dirait simplement que c'est un parti qui a aspiré un électorat qui était orphelin, en fait, d'un leader socialiste qui n'existe pas, ou plus, ou pas encore, et qui désormais se tourne davantage vers les écologistes pour faire, en quelque sorte, une substitution. Est-ce qu'il faut s'attendre à un remaniement gouvernemental après ces élections ? Alors ça, c'est vraiment des questions sur lesquelles je n'ai pas d'avis documenté du tout. Ce que je pourrais vous dire, c'est que la logique des choses, c'est un remaniement, parce qu'il y aura eu des élections, que nous sommes, semble-t-il, c'est encore ça, même ça, c'est très très douteux, et les spécialistes dont je ne suis pas ne sont pas d'accord entre eux, la question de la fin de la pandémie, ou du rebond, le rebond maintenant, le rebond plus tard, bref, tout ça est très compliqué et très largement dépasse mes compétences, mais simplement, la logique politique, c'est qu'après ces élections, si on veut marquer l'entrée dans une autre étape, le remaniement s'impose en quelque sorte, avec une ampleur qui dépendra du sens que l'on veut donner à ce remaniement. Dernière question, la cote de popularité d'Emmanuel Macron reste assez basse, à 39% d'opinion favorable. Comment les Français jugent-ils sa gestion de la crise sanitaire ? Si vous voulez, dans la difficulté, ça c'est un peu un trait français, dans la difficulté, on peut avoir un jugement relativement dur sur ceux qui gouvernent, parce que dans un pays comme la France, on attend beaucoup, vous le savez, de la puissance publique, qui d'ailleurs ne nous décourage pas d'attendre beaucoup. Et comme malgré tout, il nous arrive de vivre des difficultés comme en ce moment, il y a le sentiment que les choses n'ont pas été parfaitement conduites. Ensuite, il y a la comparaison avec les autres pays qui modérera sans doute le jugement des Français, parce qu'au fond, la France peut-être apparaîtra comme ça n'étant pas si mal sorti. Alors peut-être moins si on compare avec les Allemands, mais plutôt mieux si on compare avec d'autres pays qui pourtant sont aussi des pays développés et européens. Mais il y a un point clé, je pense, qu'il faut regarder sur ce jugement que les Français portent sur leur président. Il faut aussi regarder quel jugement ils portent sur les figures alternatives. C'est une chose qui me frappe beaucoup, moi. La popularité du président, en réalité, si vous regardez la popularité des prédécesseurs au même moment, c'était souvent pire. Je parle de François Hollande, Nicolas Sarkozy, le cycle le plus récent, parce qu'avant, c'est quand même un monde très différent. Ces trois présidents, les trois derniers, y compris Macron, ont vécu des crises très impressionnantes. 2008, la crise terroriste, la crise du Covid. Donc, ils sont à ce moment-là de leur mandat moins populaires que Macron, moins appréciés que Macron. Donc ça, c'est à relativiser. Mais surtout, c'est un jugement par rapport à d'autres. Et on ne voit pas aujourd'hui, peut-être que c'est encore une fois prématuré ou que ça se produira, etc. On le verra, on le constatera ensemble. On ne voit pas aujourd'hui de figure qui soit particulièrement populaire au plan politique et jugée plus apte que le président Macron à exercer ces fonctions-là.
peut-être c'est du côté de... Enfin, aujourd'hui, si je regarde les sondages d'intention de vote, qui valent ce qu'ils ne peuvent valoir qu'aujourd'hui, pas grand-chose, hein, mais on voit bien que la grande compétition, c'est Marine Le Pen, Emmanuel Macron. C'est là qu'il y a une espèce de face-à-face et de défi, beaucoup plus que du côté des autres figures de la politique modérée, raisonnable, de gauche ou de droite, où il y a des noms à la fois respectables et qui sont connus, mais qui n'arrivent pas à percer la popularité. Merci beaucoup Dominique Régnier. Je rappelle que vous êtes politologue et directeur de la Fondation pour l'innovation politique. Merci beaucoup. Merci à vous.